Ce soir-là, tout avait commencé dans un calme presque feutré, comme si rien ne pouvait troubler le ronron familier de nos dîners de famille. La maison sentait le gratin dauphinois que j'avais préparé, et la nappe blanche de maman couvrait la table, parsemée de verres en cristal hérités de notre grand-mère. Ma sœur Camille était assise en face de moi, impeccablement maquillée, sa fourchette effleurant à peine son assiette. Marc, mon compagnon, discutait avec elle d'une rénovation de cuisine, tandis que je servais du vin. « Au fait, » dit Camille, « soudain, j'ai vendu la maison. » La phrase tomba comme un couvert sur le carrelage. « Quelle maison ?» demandai-je mécaniquement, même si je savais. Elle leva un sourcil. « Celle de maman, évidemment. » Je reposai la bouteille, les mains légèrement moites. « Tu veux dire la maison familiale? » « Oui, j'ai signé hier. Les acheteurs sont charmants, ils veulent se garder le jardin comme il est. » Marc me lança un regard inquiet. Je pris une inspiration. « Camille, tu n'avais pas le droit de faire ça. » Elle haussa les épaules, comme si ma remarque relevait d'un caprice. « Écoute, on en avait parlé. C'est trop grand, trop cher à entretenir. Et puis, j'avais besoin de liquidité. On en avait parlé, oui, mais jamais convenu de la vendre. Et encore moins que tu le fasses seule. » Elle planta sa fourchette dans une pomme de terre, sans scier. « J'ai l'acte de propriété. » »« Non, nous avons l'acte. En indivision. » Le silence s'épaissit. Marc reposa son verre. « Si c'est en indivision, reprit-il, toute vente doit être consentie par tous les copropriétaires. » Camille soupira, agacée. « Vous dramatisez toujours tout. Le notaire a dit que c'était faisable. Ou alors il t'a dit ce que tu voulais entendre, dis-je. » Le reste du dîner se passa dans une tension électrique. Je sentais sous ma colère monter une inquiétude plus profonde. Si la maison avait été vendue sans mon accord, qu'en était-il des papiers, des comptes, des objets? Après le dessert, Camille partit sans un mot de plus, son parfum flottant encore dans le couloir. Je refermai la porte, le cœur battant. « Elle bluffe peut-être, » dit Marc. « Peut-être. Mais si elle ne bluffe pas, c'est grave. Le lendemain, matin, je me rendis directement à l'étude notariale où nos parents avaient toujours traité leurs affaires. Le clerc, un homme au regard prudent, me reçut dans un bureau au mur chargé de dossiers. « Madame Martin, » dit-il en feuilletant. « Ces papiers, Oui, il y a bien eu signature d'un compromis de vente hier pour la maison située rue des Tilleuls. » Mon ventre se serra. « Et vous saviez que j'étais co-indivisaire? » Il hésita. « La cliente, votre sœur, a affirmé être seule propriétaire. Elle a présenté un acte, disons, inhabituel. Inhabituel comment? Une déclaration d'hérédité, signée uniquement par elle, avec un certificat notarié étranger. C'est faux, dis-je. Il se passa la main sur le front. Je ne peux pas affirmer qu'il soit faux, mais il ne correspond pas aux documents officiels que nous avons en archive. Alors pourquoi avez-vous accepté la signature? Parce que, dans ces cas-là, la loi oblige à traiter le dossier. Tant qu'aucune opposition formelle n'est déposée. Eh bien, je dépose une opposition, immédiatement. De retour à la maison, j'appelai Maître Lenoir. Oui, le même avocat qui m'avait déjà aidé dans une autre affaire. Sa voix, toujours égale, fut pourtant plus tranchante cette fois. Vous devez agir très vite, Émilie. S'il s'agit d'un compromis, vous avez encore un délai pour saisir le juge et demander la nullité de l'acte. Elle prétend être seule héritière. Alors il faudra démontrer que c'est faux. Et si le certificat est falsifié, ce sera du pénal. Marc insista pour m'accompagner à la mairie l'après-midi. Nous consultâmes le registre des propriétés et les actes d'hérédité enregistrés. Comme je m'y attendais, mon nom figurait bien, aux côtés de celui de Camille, comme co-indivisaire à parts égales. « Voilà votre preuve, » dit l'agent administratif. « Mais attention, certaines ventes se font malgré tout, et c'est au juge de trancher après coup. Et si le juge estime que c'est illégal, alors la vente est annulée, purement et simplement. » Je sortis du bâtiment avec une étrange sensation. Ce que Camille avait fait n'était pas seulement une trahison personnelle, c'était une violation claire de la loi. Le soir, je reçus un message de ma sœur. « Écoute, Émilie, tu devrais arrêter avant que ça tourne mal pour toi. » Je restais figée devant l'écran. Marc, lisant par-dessus mon épaule, fronça les sourcils. « C'est une menace? » « Oui. Ce qui veut dire qu'elle sait que je vais me battre? » Je passais, la nuit, à relire les vieux courriers de maman. Dans l'un d'eux, elle écrivait « La maison des Tilleuls est notre ancre. Ne la laisse pas partir tant que tu respires. »
Je compris que, quoi qu'il en coûte, je devrais honorer cette promesse. Le lendemain, Maître Lenoir déposa la requête en référé devant le tribunal. L'audience fut fixée pour la semaine suivante. En attendant, il m'expliqua chaque étape. Nous allons plaider que la vente est entachée de nullité absolue, faute de consentement de tous les indivisaires. Nous demanderons aussi la suspension immédiate de toute action liée au compromis. Et si les acheteurs ne veulent pas attendre, ils devront. Sinon, ils prendront le risque d'acheter un bien qui ne leur appartient pas. Je passai les jours suivants à préparer les documents. Actes notariés, extraits cadastraux, courrier de maman, relevé de succession. Marc me soutenait à chaque instant. Mais je voyais bien que cette guerre familiale lui pesait. La veille de l'audience, Camille m'envoya un autre message. « Tu crois vraiment que le juge sera de ton côté ?» Je ne répondis pas. Le matin de l'audience, je me tins droite dans le couloir du tribunal. Camille était là, vêtue d'un tailleur noir, son avocat à ses côtés. Elle ne me regarda pas. Lorsque le juge entra, la salle se figea. Les arguments s'échangèrent, secs. Le noir exposa la loi, cita les articles du Code civil sur l'indivision. L'avocat de Camille tenta de plaider l'urgence financière, la bonne foi des acheteurs. Puis le juge me posa directement la question. « Madame Martin, souhaitez-vous maintenir votre opposition à la vente ?»« Oui, monsieur le juge. Parce que cette maison est autant la mienne que celle de ma sœur et que sa vente, dans ces conditions, est illégale. » Le juge hocha la tête, prit des notes et annonça que la décision serait rendue sous huitaine. En sortant, Camille me croisa et murmura. « Tu vas le regretter. » Je ne répondis pas, mais je sus que le combat ne faisait que commencer. La semaine qui suivit l'audience s'étira comme un fil trop tendu, prêt à rompre au moindre faux mouvement. Je faisais semblant de vivre normalement. Courses, machine à laver, mail, au travail, mais tout sonnait creux. La maison des tilleuls remplissait mes nuits, comme si ses murs avaient repoussé en moi des pièces supplémentaires où je tournais en rond. Le vendredi, à 9h27, le greffe envoya enfin l'ordonnance. Par voie électronique à Maître Lenoir. Je suivais en temps réel le petit point bleu se déplacer sur l'écran de mon téléphone, puis l'aperçu s'ouvrit. Les mots bondirent avant même que je les lise à voix haute. « Alors ?» demanda Marc derrière mon épaule. Je pris une inspiration, la gorge serrée. Le juge suspend le compromis, ordonne l'inscription d'opposition au service de publicité foncière et rappelle que toute aliénation d'un bien indivis sans le consentement de tous les co-indivisaires est nulle. Attends. Mes yeux glissèrent sur le paragraphe central. Il écrit « La tentative de cession sans concours de Madame Martin est contraire à la loi. C'est illégal. » Je restai quelques secondes immobile, comme si le simple fait d'entendre ces mots me ramenait sur un sol stable. C'est illégal, une phrase courte, nette, un caillou solide au milieu du courant. Il l'a dit, soufflai-je. Il l'a écrit. Marc m'entoura les épaules. Nous ne sautâmes pas de joie. Nous avons simplement expiré longtemps, comme on réapprend à respirer après trop d'air retenu. Le téléphone vibra aussitôt. Un mail de Lenoir. Nous avons obtenu tout ce que nous demandions en référé. Je demande dans la foulée la consignation des arrêts chez un séquestre et la notification à l'agent immobilier. Restez prudente. Prudente. Le mot m'agaça un peu, comme s'il déclarait que la bataille gagnée n'était qu'une escarmouche. Mais il avait raison. Camille ne renonçait jamais au premier « non ». Je n'eus pas le temps d'imprimer l'ordonnance que déjà un autre mail tombait. L'étude notariale instrumentaire, pas la nôtre, une autre en ville, choisie par Camille, accusait réception. Et annonçait l'arrêt immédiat de toute diligence en vue de la réitération, du compromis. Réitération. Je commençais à parler ce dialecte de papier qui rend le réel plus léger. Réitérer, aliéner, astreindre. Au bout du jargon, il y avait pourtant des gestes très concrets. Un trousseau de clés, un jardin, nos deux prénoms sur une ligne. À midi, Lenoir m'appela. « Émilie, écoutez-moi bien. L'ordonnance est exécutoire. Nous la signifierons aux acheteurs par huissier aujourd'hui. Je viens d'obtenir du juge l'astreinte, 500 € par jour si l'une des parties tente de passer outre. Et Camille? Son avocat a réagi. Il prend acte. Traduction, il recule pour mieux manœuvrer. Je veux que vous déposiez, au plus vite une requête au fond pour voir constater la nullité absolue de toute vente passée ou à venir sans votre accord. Et, dès cet après-midi, nous allons verrouiller. Inventaire par huissier à la maison,
Changement de barillet si nécessaire. Sauf opposition expresse de votre sœur. Mais elle n'a aucun intérêt à l'exprimer. L'ordonnance est claire. Je regardai Marc. Il hocha la tête. On y va. L'huissier s'appelait Madame Vignal. Elle avait ce calme dégoûtoir qui laisse passer les éclats sans en prendre la forme. À 16 heures, nous franchissions la grille des tilleuls avec elle. Le cliquetis de ses scellés tintant presque, gaiement. On commence par les accès, dit-elle. Porte, fenêtre, dépendance. Je dresse un procès-verbal de constat, état des lieux, présence des faits, inventaire sommaire des biens meublants. En entrant dans l'entrée, je sentis tout de suite la différence. L'odeur avait changé. Pas celle de vieux drap, ni de cire. Non, un parfum sec, presque métallique. Marc le remarqua aussi. « Quelqu'un est venu », murmura-t-il. La preuve était dans la cuisine. Le dernier tiroir, celui qui grince, restait entrouvert sur une quarantaine de couverts mélangés. Dans le salon, 2 cadres manquaient au mur. Des paysages à l'aquarelle sans valeur marchande, mais que maman aimait. Et, dans la chambre, l'armoire béante montrait un vide net, là où se trouvaient les parures de lit brodées. Madame, Vignal photographia, mesura, nota. Des retraits sans autorisation, dit-elle. C'est constitutif de troubles manifestement illicites. Avec l'ordonnance, on peut demander la restitution immédiate. Je serrai les dents. Camille avait commencé son pillage discret, croyant peut-être que la vente passerait malgré tout. Maintenant qu'elle savait le compromis suspendu, elle tentait de se dédommager en nature. Dans le bureau, je marquai une pause. Le bureau de maman, ce rectangle de bois patiné, les tiroirs qui résistent juste ce qu'il faut, me donna l'envie absurde de m'excuser auprès de lui pour ses intrusions. Sur le plateau, la nappe brodée que nous ne mettions que pour Noël s'alignait bien pliée. À côté, un dossier beige, posé comme par inadvertance, mais trop au centre pour être innocent. Mandat de vente. Je l'ouvris. Un mandat signé « et Martin ». Mais pas ma main. Une imitation. Trop raide, trop appliquée, la cadence de quelqu'un qui regarde une signature et la copie sans l'entendre. Je pris une photo, l'envoyai aussitôt à Lenoir. Réponse immédiate. Parfait. Faux manifeste. On joindra à la plainte pénale pour faux et usage de faux. Elle a osé signer en ton nom? Souffla Marc. Elle n'a jamais reculé devant un raccourci, répondis-je. Madame Vignal apposa des scellés discrets sur la porte de la cave. Vous avez des objets de valeur en sous-sol? Des vinyles, des cartons de photos et la malle? En osier de grand-mère, dis-je. Alors on scelle et on change les barillets. Je vous recommande de le faire aujourd'hui. Je note qu'il y a présomption d'intrusion. Le serrurier, appelé par la mairie, arriva à 18 heures avec sa caisse et ses clés neuves. Pendant qu'il perçait, je restais dans le jardin, à regarder la lumière s'effilocher entre les tilleuls, justement. J'eus la sensation d'un retour, pas triomphal, juste exact. La maison reconnaissait ma main sur sa poignée. Le soir, un message de Camille clignota. Pas « tu vas le regretter cette fois ». Plus sec, plus pauvre. Tu m'humilies. Tu aurais pu me laisser faire. Je tapais, effaçais, retapais. Je finis par écrire « Je te laisse vivre. Je ne te laisserai pas voler. » Je n'en voyais pas. Je laissais le brouillon dans son petit cercueil d'écran et posais le téléphone. Marc me prit la main. « Elle ne comprend pas la nuance, » dit-il, doucement. « Je sais. Mais je n'écris pas pour qu'elle comprenne. J'écris pour me rappeler. » Le lundi, Lenoir me convia à une réunion à son cabinet. Il avait fait venir l'agent immobilier, une jeune femme aux cheveux tirés en queue de cheval, tailleur gris, regard franc mais vigilant. Elle s'appelait Élodie Brière. Dès qu'elle s'assit, elle posa son portefeuille, ses lunettes et ses excuses. « J'aurais dû flasher plus tôt, » dit-elle. « Votre sœur a un aplomb qui tord les rails. Elle m'a remis un certificat successoral européen, établi au Portugal. Je sais maintenant que c'était un document contrefait. Elle a juré que vous étiez d'accord sur le principe de la vente que vous suivriez. J'ai accepté un mandat simple sur sa seule signature. Je n'aurais pas dû. Pourquoi l'avoir cru? Demandai-je, sans agressivité. Parce qu'elle avait le ton des gens habitués à être crus. Et parce que j'avais 2 acheteurs sérieux sur le coup, un couple qui rêve depuis 10 ans d'un jardin en ville. On se raconte des histoires. Qu'on fait plaisir, qu'on va régulariser plus tard. Lenoir glissa vers elle un exemplaire de l'ordonnance. Voilà la régularisation. Et voilà la suite. Vous allez adresser un courrier recommandé à vos acheteurs sérieux, leur expliquer la nullité du processus,
leur demander de retirer toute offre et de s'abstenir de toute pression sur nos clients. Et vous allez nous remettre copie de chaque échange intervenu avec Madame Camille Martin. Sinon, je déposerai plainte contre votre agence pour complicité. Élodie pâlit, puis hocha la tête. Vous les aurez dans l'heure. Elle se leva, puis se ravisa. Pour ce que ça vaut, votre mère est passée une fois dans mon agence. Seule, il y a un an. Elle m'a parlé de la maison avec des mots très précis. Je ne veux pas qu'elle part. Je veux qu'elle reste. Elle a prononcé ces verbes-là. Ça m'est revenu quand j'ai vu l'ordonnance. Je me suis dit que j'avais choisi la mauvaise phrase. La gorge me piqua de gratitude inattendue. Merci, dis-je. On fera peut-être un jour une vraie annonce, avec la bonne phrase, ou peut-être pas du tout. Le lendemain, l'huissier signifia l'ordonnance aux acheteurs. Ils répondirent dans la foulée, presque soulagés. Ils se retiraient, conscients qu'on les avait emmenés dans une zone grise. Je les remerciais d'un message. Je n'avais pas envie d'ennemis supplémentaires. Camille, elle, entra dans une phase plus brutale. Son avocat envoya une lettre longue comme un dimanche pluvieux, décrivant ma rigidité, ma mauvaise foi, mon acharnement à empêcher une opération salvatrice. Le noir griffonna au stylo. Tout. Cela fait beaucoup de guillemets pour peu de droits. Mais derrière les phrases blessées, Camille agissait. Je le compris quand je reçus un appel de la banque. Une demande de virement de la consignation d'arrêt vers un compte à l'étranger a été tentée, signée au nom d. Martin. Je sentis ma nuque se raidir. Vous avez bloqué? Oui, vos signatures ne concordent pas avec notre référentiel. Et nous avions reçu copie de l'ordonnance. Nous avons alerté notre service conformité. Je raccrochai en tremblant. La colère froide, nette, m'aida à tenir. Le noir démarra, comme un moteur bien réglé. On va étendre la plainte. Tentative d'escroquerie, usage de faux et, si besoin, abus de confiance. Je demande aussi la nomination d'un administrateur provisoire de l'indivision pour neutraliser toute nouvelle manœuvre pendant l'instance au fond. Ça veut dire qu'un tiers va diriger la maison? Temporairement, oui. Quelqu'un qui n'est ni vous ni votre sœur, pour que personne ne prétende que l'autre profite. Et on proposera votre tante Simone comme personne ressource. Elle connaît la maison, elle est neutre, enfin, moins enragée, disons, que Camille. Je ne souris pas. L'idée d'un tiers me paraissait d'abord injuste, comme si on me retirait encore un bout de chez moi. Puis j'acceptai. À défaut de paix, l'arbitrage. Le juge du fond fixa audience 2 mois plus tard. D'ici là, nous devions tenir. Tenir, cela voulait dire verrouiller. Je fis installer une alarme. Pas celle des palaces, non, un système simple, relié au smartphone de Marc et au mien. Je fis aussi déclarer le jardin auprès de la mairie pour la protection des arbres, petite manœuvre juridique que m'apprit un voisin. Tant que la procédure était en cours, nul ne pouvait faire abattre les tilleuls sans autorisation. On ne sait jamais, disait-il. Il ne croyait pas si bien dire. Une semaine plus tard, à 6 heures du matin, un fourgon se gara devant la maison. 2 hommes descendirent avec des tronçonneuses. « Vous cherchez qui ?» demandai-je, le cœur qui cognait déjà. « Abattage programmé, madame, ordre de la propriétaire. »« Des propriétaires, rectifiai-je. Et vous vous trompez de papier. Je brandis l'ordonnance, l'opposition, la demande de protection. » Ils hésitèrent. J'appelai la police municipale. Elle arriva en 5 minutes. Les tronçonneuses remontèrent dans le fourgon et les hommes repartirent, vaguement honteux. Je restai longtemps adossé à la grille, à respirer le parfum, des feuilles comme si leur odeur seule pouvait m'empêcher de vaciller. Le même jour, un mail tomba d'Élodie Brière, l'agent. Un enregistrement audio qu'elle avait retrouvé. Camille, dans son agence, disait « Élodie, on signe vite. Ma sœur, elle suivra. On fera passer sa signature après, je gère. On fera passer. » 3 mots qui résumaient tout. « On ajoute au dossier, » dit le noir. Ça dit l'intention, au milieu de ses gestes et contre-gestes, la maison continuait de marcher à sa façon. Des choses minuscules reprenèrent leur place. Une clé de 12 retrouvée dans la boîte à outils de papa, des boutons de nacre dans un gobelet, un livre de recettes taché de beurre. Un soir, en ouvrant un vaisselier, je tombais sur une enveloppe, que je n'avais jamais vue. À l'intérieur, une carte écrite par maman peu après la mort de papa. Mes filles, j'ai demandé au notaire d'insérer dans mon testament une clause d'inaliénabilité pour 5 ans après mon décès. Non pas pour vous punir, pour vous protéger, on vend mal quand on est en deuil. Si un jour on vous dit que c'est trop lourd, rappelez-vous que le temps passe plus vite que les regrets. Je sentis une bouffée de chaleur monter au visage. Je n'avais jamais entendu parler de cette clause.
Le noir non plus, le dernier. Testament communiqué par l'étude de mes parents ne la mentionnait pas. La note est demandée, dit-il en examinant la carte sous la lampe. Peut-être que le notaire a refusé ou oublié. Peut-être que votre mère a renoncé. Mais ça éclaire son intention. Ça ne crée pas la loi, mais ça la guide. Camille dira que c'est un papier de cuisine, soufflai-je. Elle dira beaucoup. Nous, nous joignons. Et nous insistons. L'esprit des volontés, pas seulement leurs lettres. Je photographiai la carte, la glissai dans une pochette. Je me promis de la relire au matin si la nuit me prenait de court. La veille de l'audience au fond, Camille m'envoya un message, différent. Ni menace, ni chantage. Une phrase presque triste. Est-ce que tu pourrais parfois me croire capable de faire quelque chose de bien? Je la lus 3 fois. De bien. J'aurais voulu répondre, oui, si tu arrêtais de confondre bien et bien pour toi. Je ne répondis pas. Je ne voulais pas d'un débat de veille de procès. Le matin, la salle était moins pleine qu'en référé, mais plus lourde. On ne venait pas pour suspendre, on venait pour trancher. Le juge, un autre, au fond plus sec, plus chirurgical, nous fit asseoir. L'avocat de Camille plaida la nécessité, l'urgence financière, la maison trop lourde pour 2 femmes occupées, l'intérêt des acheteurs. Le noir se leva à son tour, sans emphase. Monsieur le Président, nous ne sommes pas ici pour discuter d'opportunité, mais de légalité. Le Code civil est silencieux sur le mot « nécessité » dans l'aliénation d'un bien indivis. Il est, en revanche, clair sur le consentement unanime. Ma cliente n'a pas consenti. Pire, on a tenté de l'imiter. La tentative a été stoppée par votre collègue en référé qui a écrit ce que chacun comprend. C'est illégal. Nous vous demandons de le dire au fond, de l'écrire une seconde fois et d'assortir votre décision de l'annulation de toute convention déjà signée, de la remise des effets soustraits et de la nomination d'un administrateur provisoire, le temps de calmer la mer. Le juge prit des notes, posa des questions précises, demanda les pièces, mandat contrefait, audio de l'agence, mail aux acheteurs, tentative de virement, procès-verbal d'huissier, preuve de l'opposition au SACTI, SPF. Enfin, il leva l'audience avec la formule qui, désormais, sonnait comme un gong dans ma poitrine. Mise en délibéré à 8 jours. 8 jours. Encore. En sortant, Camille m'attendait dans le couloir. Elle avait les yeux cernés. Elle dit, sans rancune apparente, « Je ne voulais pas te faire du mal. J'ai juste voulu avancer. » « Avancer en me traînant, » répondis-je. « Ce n'est pas avancer, c'est traîner quelqu'un derrière soi. » Elle baissa les yeux. Je remarquai pour la première fois depuis des mois un geste d'elle qui ressemblait à celui de maman. Ce petit froissement du pouce sur l'index quand elle ne sait plus quoi faire de ses mains. Je ressentis une douleur aiguë, ridicule, de la famille qu'on n'arrive pas à habiter ensemble. On aurait pu en parler, dis-je doucement. Vraiment parler. Fixer un calendrier, envisager une vente ensemble, ou un rachat de parts, une indemnité. D'occupation, 1000 choses. Mais tu as choisi la vitesse contre la loi. La loi est lente, répliqua-t-elle, dure. Elle est lente pour nous éviter de nous faire mal, dis-je. Elle a été lente pour toi aussi, elle voulut répondre, se ravisa. Elle tourna les talons. Je la regardais s'éloigner, incapable de décider s'il fallait courir ou rester. Je restais. Une semaine plus tard, nous retournâmes au tribunal. Le président lut sa décision d'une voix égale. Les mots, cette fois, prenaient une forme définitive. Dit que la tentative de vente d'un bien indivis, sans le concours de tous les co-indivisaires, est nulle et de nul effet. Annule le compromis signé le date. Ordonne la restitution des effets retirés du domicile, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Désigne Maître Pujol en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision pour 6 mois. Rappelle que toute nouvelle tentative d'aliénation sans accord serait illégale. Renvoie, s'il y a lieu, au parquet les éléments relatifs. Au faux. La phrase « serait illégale » vibra une seconde fois, comme on martèle une enseigne sur une façade. Marc serre ma main. Le noir ferma son dossier avec cette satisfaction sans sourire des métiers qui gagnent sans applaudir. Ne cherchez pas Camille du regard. Je sus, sans la voir, qu'elle avait reçu le mot qu'elle refusait. Non. En rentrant au tilleul, j'ouvris toutes les fenêtres. L'air d'avril entra avec un courant franc, déplaçant des choses légères, un rideau, une page, un souvenir. Je posai l'ordonnance dans le tiroir du bureau, à côté de la carte de maman. J'écrivis au feutre sur un post-it.
On vend mal quand on est en deuil. Je le collai contre la vitre, côté jardin. Une prière, une règle, un rappel. Le téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Bonjour !» dit une voix d'homme posée. Maître Pujol à l'appareil. Je viens d'être désigné administrateur provisoire. Je passerai demain, pas pour vous déposséder, pour organiser. J'aimerais que votre sœur soit là. Et j'aimerais, si vous le pouvez, que vous me disiez ce que vous voulez garder ici, au-delà des murs. Je regardais les tilleuls, le soleil, qui faisait danser les feuilles. Ce que je voulais garder, l'air de la cuisine quand le gratin sort du four, l'ombre des cadres, même quand il manque, la paix d'un non, juste. Et, peut-être un jour, la possibilité de dire à ma sœur non pas « je t'ai empêché », mais « nous avons choisi ensemble ». « Je vous dirai, maître », répondis-je, « et je vous dirai aussi ce que je peux lâcher. » Je raccrochais. Je restais, là, debout, à laisser le vent tirer la maison dans le bon sens, un peu. Dans la pièce, les objets ne bougeaient pas, mais le récit, lui, venait de tourner. Le juge l'avait dit, 2 fois, et je l'entendais enfin en moi, c'était illégal. Le reste, désormais, serait à réparer. Maître Pujol arriva le lendemain à 9 heures précises, vêtu d'un manteau anthracite et d'un chapeau feutre qui lui donnait un air un peu hors du temps. Il avait ce pas mesuré des gens qui savent que chaque minute compte, mais qu'aucune ne doit paraître précipitée. « Bonjour, madame, dit-il en me serrant la main. Je préfère commencer par une visite calme, avant toute réunion. » Je lui fis faire le tour de la maison, étage par étage. Il notait tout, pas seulement les meubles ou les clés, mais aussi des détails que je n'avais jamais considérés comme importants. L'état des volets, la hauteur des haies, les fissures dans le crépi. On administre mieux quand on comprend la respiration d'un lieu, expliqua-t-il. Il s'arrêta longuement dans le jardin, sous les tilleuls. Les feuilles bruissaient, malgré l'air presque immobile. « C'est ici que votre mère aimait s'asseoir? » « Oui. Elle disait que c'était l'ombre qui écoute. » Il fit un signe pensif, puis posa la main sur l'écorce du plus ancien, arbre. Ses doigts glissèrent jusqu'à une aspérité, comme un renflement. « Vous savez ce que c'est? » « Non. On a toujours pensé que c'était une cicatrice naturelle. » Il se pencha, écarta un peu de mousse et révéla un petit anneau métallique rouillé, fixé dans le bois. « Ça ne pousse pas par hasard, ça, » dit-il. Je ne pus m'empêcher de tirer doucement dessus. L'anneau résistait, puis céda avec un grincement, dévoilant une petite trappe en bois, dissimulée à la base du tronc, camouflée par l'écorce. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine le murmure de Pujol. Voilà qui devient intéressant. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu jauni, reposait un tube métallique, fermé par un bouchon vissé. Je le sortis avec précaution et le déposai sur la table du salon. Pujol me fit signe d'attendre. Avant d'ouvrir, on note, on photographie, on consigne. Une fois le procès-verbal commencé, il dévissa le bouchon. À l'intérieur, un rouleau de papier très fin, plié sur lui-même. Je le déroulai. C'était un acte sous 5 privé, daté du 12 mai 1968, signé de la main de mon grand-père. Les mots étaient simples. Je cède à ma sœur Simone, à titre gratuit et irrévocable, la parcelle cadastrée 145B, comprenant le terrain, des tilleuls, afin qu'elle en dispose librement et à perpétuité. Je relus 3 fois. Pujol haussa les sourcils. Si cet acte est authentique, la partie du jardin où nous sommes ne fait pas partie de l'indivision. Elle appartient à votre tante Simone. Mais elle n'a jamais rien dit. Peut-être ne s'en souvenait-elle. Plus, ou pensait-elle que ce n'était pas utile de le faire valoir. Mais juridiquement, cela change beaucoup de choses. Nous appelâmes aussitôt Simone. Sa voix, d'abord prudente, se fit plus vive. « Ah, donc il était là, cet acte. Ton grand-père me l'avait remis, mais je l'ai égaré dans un déménagement. Je croyais qu'il n'avait jamais été retrouvé. Et puis, j'aimais l'idée que tout reste ensemble. Tu savais que légalement tu pouvais empêcher toute vente? » Elle soupira. « Oui. Mais je ne voulais pas être celle qui met des bâtons dans les roues. Je échangeais un regard avec Pujol. Nous savions ce que ça signifiait. Camille ne pourrait pas vendre l'ensemble de la propriété, même avec mon accord, sans celui de Simone. Et connaissant ma tante, ce serait jamais, tant que le souvenir de mon grand-père vivrait. Pujol proposa une médiation dès le lendemain. Camille, moi et Simone autour d'une table, lui comme arbitre. Le matin venu, Camille arriva avec un sourire qui ne me rassura pas.
Simone, elle, portait son éternel foulard à pois et un regard clair. « Bien, » dit Pujol. « L'ordonnance a tranché sur la nullité de la vente, mais nous avons ici un nouvel élément. L'acte de 1968 qui transfère la propriété de la parcelle des Tilleuls à Madame Simone Martin. » Camille sursauta. « Quoi? Mais c'est impossible. C'est signé, daté, et nous ferons authentifier. Cela veut dire que, même si un jour vous vendiez la maison, le jardin resterait à Simone, à moins qu'elle décide de le céder. » Camille pâlit. « Donc, la maison seule vaut beaucoup moins. » « Exactement, » répondit Pujol. « Ce qui implique que toute stratégie visant à rentabiliser rapidement serait encore moins intéressante. » Simone sourit doucement. « Camille, tu vois, ce lieu n'est pas qu'un capital. C'est notre histoire. Et maintenant, même la loi le protège. » La discussion tourna ensuite sur les conditions d'occupation. Pujol proposa un bail d'usage pour que je puisse continuer à vivre ici sans conflit, avec une répartition claire des frais. Camille finit par accepter du bout des lèvres, pas par conviction, mais parce qu'elle voyait qu'aucune vente rapide n'était possible. En sortant, Pujol me glissa. « Cette découverte vous donne un atout énorme. Mais elle met aussi en lumière quelque chose. Votre famille a tissé autour de cette maison des liens plus solides que vous ne l'imaginiez, et parfois plus contraignants que vous ne l'auriez voulu. » Je caressai l'écorce du vieux tilleul en pensant à ça. L'arbre, désormais, n'était plus seulement un témoin. Il était gardien. Et il venait de changer, en silence, le destin de toute l'affaire. L'authentification de l'acte de 1968 se fit plus vite que prévu. Pujol avait sollicité un expert en écritures et documents anciens, un homme aux lunettes rondes qui semblait parler en pesant chaque syllabe. Après avoir examiné l'encre, le papier, et comparé la signature à d'autres documents de mon grand-père, il rendit son verdict. Ce document est authentique. L'encre et le support correspondent à la période. La signature est indubitable. Ces mots résonnèrent comme un coup de marteau. Ce n'était plus un simple papier trouvé dans un arbre. C'était un titre de propriété légalement valable. Camille fut convoquée par Pujol pour en prendre connaissance officiellement. Elle arriva, visiblement fatiguée, mais toujours droite. En entrant dans la salle, elle lança « Alors, on m'a dit que je n'ai plus de jardin. » « Vous avez encore accès au jardin, » répondit Pujol, « mais vous n'en êtes pas propriétaire. La parcelle des Tilleuls appartient à Madame Simone Martin depuis 1968, et cela restera ainsi tant qu'elle n'en décidera pas autrement. » Camille croisa les bras. « Et donc, la maison seule perd une grande partie de sa valeur marchande. » « Oui, » confirma Pujol. « C'est une donnée importante. » Elle se tourna vers moi. « Tu as gagné, Émilie. Tu as ce que tu voulais. M'empêcher de vendre. » Je respirais profondément. Ce n'est pas gagner. C'est protéger ce qui nous lie à nos parents. Et si tu le voyais ainsi, tu comprendrais que tu ne perds rien, sauf la possibilité de brader nos souvenirs. Camille eut un sourire amer. « Les souvenirs ne paient pas les factures. »« Non, mais ils paient parfois ce que l'argent ne peut pas racheter, » répondis-je. Les semaines suivantes, Pujol mit en place une organisation claire. Je restais en occupation principale de la maison, avec un bail d'usage fixant ma part des charges. Camille conservait sa quote-part légale de l'habitation, mais ne pouvait engager aucune démarche de vente sans mon accord, et celui de Simone, de son côté, fit enregistrer officiellement sa propriété de la parcelle des Tilleuls et précisa par écrit qu'aucune cession ne se ferait tant que la maison appartiendra à Émilie. Ce document, simple et net, eut sur moi un effet inattendu. Je me sentis à la fois protégée et liée, comme si les racines des Tilleuls m'avaient saisie aux chevilles. Un soir de mai, alors que le soleil allongeait les ombres sur le jardin, Camille me téléphona. Sa voix était plus douce que d'habitude. « Émilie, j'ai réfléchi. Je ne peux pas rester dans cette guerre éternelle. Je vais chercher à te vendre ma part. Et tu veux combien ?» Elle donna un chiffre réaliste. Pas celui exorbitant que j'aurais attendu. Je compris qu'elle voulait vraiment tourner la page. « Laisse-moi en parler avec Marc et avec la banque, dis-je. »« D'accord. Et merci de ne pas avoir cherché à me détruire dans cette histoire. » Je souris malgré moi. « Tu t'en es ?» Chargée toute seule, Camille. Mais on peut arrêter là. L'accord fut signé en juillet. J'obtins un prêt modeste, garanti par la valeur restante de la maison, et rachetai la part de Camille. Elle partit vivre à Lyon, près d'une amie. Simone resta à Maringy, dans sa maison, mais passait régulièrement sous les Tilleuls.
Le Sakasi. Jour où la transaction fut finalisée, Pujol me remit les clés officielles de la maison, celles que l'administrateur provisoire avait tenues depuis le début. Vous êtes désormais l'unique propriétaire, dit-il. Mais souvenez-vous, ce que vous possédez ne se mesure pas seulement en mètres carrés. L'été passa dans une tranquillité nouvelle. J'ouvris les volets chaque matin sans craindre de voir une camionnette se garer pour couper les arbres. Je cuisinais dans la cuisine de maman, sans penser à un compromis caché dans un tiroir. Et parfois, le soir, je m'asseyais sous le plus vieux tilleul, là où nous avions trouvé l'acte, et je laissais le vent porter mes pensées. Un après-midi, Simone vint avec un panier de fruits. Nous nous assîmes sur le banc de pierre. « Tu sais, dit-elle, ton grand-père m'avait confié cette parcelle pour être sûr que la maison ne puisse jamais partir entièrement. Il avait compris que parfois, les familles se divisent, mais que si on garde un bout, même petit, on garde l'essence. Alors c'était un plan depuis le début? » Elle sourit. « Disons que c'était une graine qu'il a plantée. Et toi, tu viens de t'assurer qu'elle continue à pousser. » À l'automne, j'écrivis une lettre à Camille. Pas un mail, pas un message, une vraie lettre sur du papier, à lettre que maman gardait. « Camille, nous avons traversé une tempête. Nous nous sommes fait mal. Mais nous avons aussi appris où étaient nos limites. Je ne veux pas que la maison reste un champ de bataille. Tu as ton chemin, j'ai le mien, mais ils partent du même point, ici. Si un jour tu veux revenir, pas pour vendre, pas pour discuter d'argent, mais simplement pour t'asseoir sous les tilleuls, sache que je t'y attendrai. Je ne sais pas si elle répondra, mais je sais que, ce jour-là, j'ai enfin arrêté de me battre contre elle. » En refermant cette histoire, je regarde la maison autrement. Ce n'est plus seulement un héritage. C'est une promesse tenue. Celle que maman m'avait laissée dans ses lettres. Ne laisse pas partir la maison. Tant que tu respires. Je respire encore. Et sous les tilleuls, le vent continue de me rappeler que certaines racines ne se coupent jamais.